Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle séance des rendez-vous de la géopolitique où j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Ravel. Après nous être intéressés lors d'une séance à la République de Djibouti, nous allons aujourd'hui nous intéresser à Gibraltar, un autre territoire, modeste par sa taille, mais qui est nourri d'histoire, d'imaginaire et qui a été au cœur de conflits et de logiques stratégiques. On va se poser la question suivante. Est-ce que Gibraltar va conserver une dimension stratégique dans la géopolitique du XXIe siècle? Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. On l'a déjà vu, un acteur peut avoir une importance stratégique qui n'est sans commune mesure avec sa taille, avec sa population, et c'est le cas pour Gibraltar. Gibraltar est modeste par la taille, modeste par sa population. Pourtant, sa position géographique fait de Gibraltar un acteur stratégique important. Oui, la position de Gibraltar en fait un acteur important, en tout cas au moins a priori, on va voir ce qu'il en est aujourd'hui. Ce qui est important à rappeler dans un premier temps, c'est assez juste, c'est quelles sont les dimensions géographiques, les caractéristiques intrinsèques du territoire de Gibraltar, parce que ça va effectivement nous permettre de mieux mesurer qu'il y a une sorte de dichotomie finalement entre les paramètres en termes de population, de superficie, de côte, et puis l'importance que Gibraltar a pu au moins avoir dans le passé. Et en plus, on va se rendre compte que, indépendamment de ces caractéristiques intrinsèques, il y a le positionnement géographique. Là, j'insiste pour l'ensemble des personnes qui nous font l'amitié de nous suivre, de bien prendre en considération le fait qu'il y a deux dimensions. Il y a la caractéristique géographique du territoire sur lequel on mène notre observation. Et puis après, il y a son positionnement, puisque bien sûr, on voit bien que ça peut avoir une influence en termes de stratégie géopolitique. Alors de ce point de vue-là, il y a un certain nombre de paramètres qui sont intéressants. Et je trouve que c'est très juste de faire la comparaison avec la séance précédente qu'on avait fait avec Djibouti, parce qu'on s'était déjà rendu compte lors de cette séance que Djibouti avait une importance bien plus supérieure à ce que ses caractéristiques aurait pu laisser penser. Et je pense que c'est encore plus vrai pour le territoire du rocher de Gibraltar, qui donc, on va dire, domine le détroit de Gibraltar sur lequel on va être amené à venir, parce que globalement, on se rend compte qu'on a une superficie qui est inférieure à 7 km², qu'on a d'ailleurs une frontière qui fait à peu près 1200 mètres avec l'Espagne. Là, vous vous rendez compte, on est en train de mesurer en mètres. Donc il n'y a quand même pas beaucoup de pays en géopolitique avec lesquels on mesure une frontière en mètres. Et puis on a une population qui serait aux alentours de 37 000, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on considère Gibraltar comme un territoire, je dis bien pas comme un État, il y a une différence importante puisqu'il y a 194 États à l'ONU, mais comme un territoire, Gibraltar ferait partie des territoires qui auraient la population la plus réduite, puisqu'il se retrouverait au-delà des 220e territoires. Donc on voit bien à l'ensemble de ces caractéristiques qu'on a affaire à un territoire qui est très réduit, dont la population est très limitée, qui n'a d'ailleurs aucune ressource naturelle en matière première. Donc là déjà, on a des premiers éléments qui laissent à penser que s'il y a une importance stratégique, elle n'aura aucun rapport avec l'ensemble de ces paramètres. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est de noter qu'effectivement, le positionnement géographique de Gibraltar lui confère une importance déjà qu'on sent spontanément qui va dépasser les simples logiques telles qu'on vient de les énoncer, parce qu'on voit bien que le rocher de Gibraltar quand même commande à l'ouverture sur le détroit de Gibraltar, et donc on a l'habitude en géopolitique de dire que c'est une porte ouverte, ou d'ailleurs fermée, on le verra, entre la Méditerranée et l'Atlantique. Donc là on voit bien qu'il y a une dimension politique que la situation géographique confère à Gibraltar. Et d'ailleurs, on en a une preuve assez manifeste et évidente, puisque très tôt, au début du XVIIIe siècle, le Royaume-Uni a combattu l'Espagne, que lors de cette guerre, le Royaume-Uni a pris Gibraltar en 1704, et la prise de Gibraltar en 1704 a été entérinée par le traité d'Utrecht en 1713. Alors je demande à nos auditeurs d'être très attentifs sur un point. L'Espagne avait reconnu à l'époque la cession du territoire de Gibraltar, mais il y a une nuance qui est très importante, mais jamais la souveraineté britannique. Donc ça veut dire que depuis, l'Espagne a toujours contesté d'ailleurs la souveraineté britannique. Et pourquoi c'est important à dire au moment où on est en train d'évoquer cette question? Parce qu'on voit bien que si deux États aussi importants que le Royaume-Uni et que l'Espagne se combattent pour avoir la maîtrise du rocher de Gibraltar, c'est que par définition, son importance géopolitique stratégique est majeure.
Oui, et on le voit, ce n'est pas les ressources naturelles de Gibraltar ou les logiques internes qui lui permettent d'avoir ce poids ou cette importance stratégique, c'est son positionnement géographique. Et c'est de ce fait soumis, Gibraltar est soumis aux logiques géopolitiques qui ont cours à une époque donnée et bien sûr qui évoluent en fonction de l'époque et de la période. Oui, et là, c'est quelque chose que, me semble-t-il, c'est une dynamique géopolitique qu'on peut mettre en évidence grâce à notre problématique ou grâce à Gibraltar. Et c'est certainement un aspect sur lequel on reviendra en conclusion. C'est-à-dire qu'on se rend compte que l'importance stratégique d'un lieu en géopolitique, finalement, peut être amenée à dépendre beaucoup plus du contexte géopolitique ou de relations internationales dans lequel ce lieu est amené à exister que, comme on l'évoquait tout à l'heure, des réalités intrinsèques de sa géographie et de son positionnement. Alors c'est assez intéressant d'ailleurs parce que sur Gibraltar, me semble-t-il, en ce qui me concerne, j'ai le sentiment qu'il y a 4 périodes qu'on peut clairement mettre en évidence et qui d'ailleurs déjà vont nous montrer des évolutions non seulement en termes d'importance que Gibraltar a dans la géopolitique contemporaine de l'époque, sur chacune de ces périodes, mais aussi on va se rendre compte à travers nos questions, je pense, qu'elle va exister à travers des reflets ou refléter des dimensions qui ne sont pas les mêmes. Et ce que je vous propose, c'est que donc on essaie de voir quels seraient ces 4 temps pour mieux se rendre compte de l'ensemble des aspects tels qu'on est en train de les évoquer. À mon sens, le premier temps, sans remonter bien sûr trop loin, mais dans lequel Gibraltar commence vraiment à avoir une importance, c'est entre 1704. Alors là, ça dépend bien sûr, Olivier, de la date telle qu'on voudrait la prendre en considération. Est-ce qu'on prend en considération 1704, c'est-à-dire la période effective dans laquelle le Royaume-Uni a pris possession du territoire de Gibraltar pendant la guerre, ou 1713 avec la consécration du traité d'Utrecht, enfin on voit bien début donc, du XVIIIe siècle, jusqu'en 1869 avec la création du canal de Suez, parce qu'on peut déjà le dire, c'est intéressant, la création du canal de Suez va totalement modifier la dimension géopolitique de Gibraltar. On va y revenir. Donc il y aura une première période qui s'inscrit donc sur un terme assez long, puisqu'en gros, ce serait 1713-1869. Et alors, c'est intéressant parce qu'on est dans une symétrie déjà, parce qu'on voit bien qu'il y a une montée parallèle globale d'ailleurs de la puissance britannique, qui se reflète très très bien à travers la Royal Navy. Et là, il y a un point qui est assez intéressant parce qu'en fait, déjà à l'époque, avant même donc la création du canal de Suez, et si on considère le simple fait que Gibraltar est une porte d'entrée ou une porte de sortie entre la Méditerranée et l'Atlantique, on voit bien que ça va déjà avoir une influence très importante parce que si on reprend un ouvrage qu'on a eu l'occasion d'évoquer dans une séance précédente d'Olivier Chaline, qui est un remarquable universitaire qui travaille sur les armées françaises du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, on voyait bien que la flotte française était séparée entre la flotte du Levant et la flotte du Ponant, c'est-à-dire une flotte qui était en Méditerranée et une flotte qui était dans l'Atlantique, et que parfois les Français avaient du mal à vaincre les Britanniques, tout simplement parce qu'en fait, comme les Britanniques maîtrisaient le détroit de Gibraltar, ça empêchait les Français de regrouper leur flotte, ce qui bien sûr leur aurait permis d'avoir au moins de façon momentanée une suprématie. Donc là, on voit bien déjà, ne serait-ce même qu'en considérant que cette simple ouverture, si vous me permettez, avant même toute considération, que là, on a une première montée en puissance parce que les Britanniques, finalement, ont un poids qui est croissant et en géopolitique globale et sur les questions maritimes. Ensuite, il y a un deuxième temps qui, à mon sens, est le temps le plus important pour l'importance de Gibraltar en géopolitique, qui est le firmament de l'influence stratégique que Gibraltar a eu en géopolitique, c'est 1869-1945. Pourquoi ? Parce qu'en 1869, il y a la création du canal de Suez. Et alors ça, c'est assez intéressant parce que ça change tout par rapport à la dimension, bien sûr, de Gibraltar. Parce qu'en fait, avec le canal de Suez, on a clairement une ouverture par la Méditerranée qui jusqu'alors, il faut être honnête, est une mer qui est quand même… Quand on la regarde, si on met le canal de Suez de côté, Olivier, on a affaire à une mer qui est très encastrée, qui est presque fermée. Ce n'est pas le bon terme, mais qui est presque fermée. Parce que, bon, évidemment, il y a d'autres accès sur d'autres mers. Mais là, c'est essentiel. Avec le canal de Suez, on a une ouverture, on est en pleine période de l'Empire britannique,
sur les Indes britanniques. On voit bien le rapport qu'il va y avoir avec le Pacifique, l'océan Indien, puis on remonte par la mer Rouge jusqu'au canal de Suez. Et donc en fait, c'est un avantage qui est considérable parce que la totalité des flux commerciaux de l'industrie britannique qui domine le monde, c'est la première industrie au monde, au lieu d'avoir à passer par le cap de Bonne-Espérance et de faire tout le tour de l'Afrique, ne doit plus maintenant passer par le canal de Suez et donc Gibraltar. Et donc en fait, la création du canal de Suez apporte une dimension ou une importance supplémentaire au détroit de Gibraltar, parce qu'on voit bien que les Britanniques, en fait, en contrôlent les deux ouvertures ou les deux débouchés. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez intéressant de ce point de vue-là. Les Allemands s'y sont pas trompés. Les Allemands s'y sont pas trompés ni pendant la Première Guerre mondiale, ni pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'en fait, ils ont bien compris l'importance que pouvait revêtir le contrôle de Gibraltar. Et ça, c'est un fait qui n'est pas toujours très connu. Mais en fait, en 1940, quand les Allemands cherchent à vaincre le Royaume-Uni, avant de partir dans l'aventure de la conquête de l'Union soviétique, je crois que le terme aventure est le terme qui convient le 22 juin 1941, l'état-major allemand, le haut état-major allemand s'interroge sur l'idée de savoir comment faire pour vaincre les Britanniques si on n'arrive pas à débarquer au Royaume-Uni. Et il y a une hypothèse qui est mise en avant, notamment par la Kriegsmarine, qui dit il faut prendre Gibraltar. Parce que si nous, les Allemands, on se met dans le contrôle de Gibraltar, alors on se met dans la situation non seulement de pouvoir s'ouvrir, nous, une porte qui pour l'instant nous est fermée, mais la contrôlant, de la fermer au commerce britannique, qui devrait donc, pour être évitaillé, refaire le tour par la cape de Bonne-Espérance. Et donc, en fait, il y a eu l'hypothèse d'une opération, ça a été assez loin dans la préparation. Et on le voit bien dans un ouvrage de Vincent Arbarettier, qui est lieutenant-colonel et qui avait fait une thèse d'histoire contemporaine, Rommel et les stratégies de l'Axe, février 1941, mai 1943. Et on se rend très bien compte que là, la Kriegsmarine avait mis en place un plan qui consistait carrément à prendre Gibraltar, plus ou moins, c'était l'opération Félix d'ailleurs, plus ou moins en accord avec Franco, et que finalement le plan, ça c'est quelque chose qui est très peu su, le plan n'a pas abouti parce que le général Franco ne voulait surtout pas que l'Espagne soit précipitée dans la Seconde Guerre mondiale avec une situation comme celle-là. Et d'ailleurs, ça permet d'appréhender une autre situation ou un autre paramètre géographique sur Gibraltar, c'est qu'en fait, il y a énormément de courants marins et en fait, le détroit est très peu profond. Donc les sous-marins allemands avaient énormément de mal, ce qui confère une importance supplémentaire à la maîtrise de Gibraltar, à passer ce détroit. Ça, on le voit bien dans la biographie de l'amiral Dönitz, dans le chapitre 10, que Pierre-Emmanuel Brézet consacre à Dönitz, parce qu'on voit bien qu'à chaque fois que les sous-marins allemands doivent passer de l'Atlantique à la Méditerranée, et ils doivent le faire pour aider leurs alliés. Alors la Première Guerre mondiale, c'était l'Autriche-Hongrie. La Deuxième Guerre mondiale, c'était l'allié italien. On voit bien qu'en réalité, les sous-marins allemands ont énormément de mal, par le fait que d'abord le détroit est très exigu, qu'ensuite la profondeur est très réduite, et que donc en fait, même avant le début des opérations, l'état-major allemand considérait qu'on était prêt à perdre pratiquement un tiers à la moitié de ses sous-marins avant qu'ils ne rentrent. D'ailleurs, pour finir sur cet aspect, il y a une scène emblématique d'un film que je conseille pour toutes celles et tous ceux, notamment parmi les plus jeunes qui ne l'auraient pas vu, dans Das Boot. Et donc l'histoire, c'est assez intéressant parce que c'est une histoire, des sous-marins allemands qui a été très importante dans les années 80 parce qu'elle a remis en cause un peu la logique idéalisée des sous-mariniers allemands qui avaient été portés par la propagande d'abord et puis même après dans les années 50-60. Et donc on voit bien cette scène où il y a le commandant de U-Boat qui se rend compte que son ordre de mission va être de passer par Gibraltar. Et on voit sur le visage des marins la stupeur tout d'un coup qui se lie. Et il y a juste un jeune marin qui dit mais en quoi c'est un problème? Et donc tous les autres se retournent, il commence une explication en disant attends, est-ce que tu sais franchement ce que là on va avoir à affronter? Donc en fait, là on se rend bien compte dans ce temps-là d'une dimension qui est majeure, mais de par l'importance de l'Empire britannique et du positionnement britannique. Parce qu'alors on arrive sur un troisième temps. Et ce troisième temps, ce serait globalement le temps de la guerre froide, qui irait de 1945 jusqu'à 1989 ou 1991, suivant comment on se positionne. Et là, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on se retrouve sur une symétrie inversée. Parce que, comme on est en pleine décolonisation, que la puissance britannique décline, pour dire les choses simplement, et qu'en plus, on a un axe de focalisation qui se décale de plus en plus sur le Proche et le Moyen-Orient, comme on le voit avec la crise du canal de Suez en 1956, finalement, on commence à avoir un intérêt qui va beaucoup plus d'ailleurs sur le canal de Suez que sur Gibraltar, et donc ce serait un temps
où la dimension stratégique de Gibraltar serait un peu en train de s'amenuiser. Et puis alors après, il y a un quatrième temps qui nous concerne beaucoup plus, puisque c'est le temps qui nous est contemporain, et qui serait en place justement depuis la fin de la guerre froide, c'est-à-dire en gros depuis le début des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Ce qui nous amène à la question que nous posions, est-ce que Gibraltar va conserver son importance stratégique au XXIe siècle? Là, on peut isoler deux logiques qui seraient dites structurelles et une logique plus conjoncturelle. Donc d'abord, revenons sur ces logiques structurelles qui seraient articulées autour de la question économique et l'interpénétration économique des pays, des États, dans le contexte de la globalisation. Et l'autre question, la question démographique, évidemment, des flux migratoires. Oui, alors là, ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, ce qu'on peut dire d'emblée, c'est que donc Gibraltar recouvre dans ce quatrième temps une dimension géopolitique importante, mais de par des aspects qui seraient différents. Parce que autant les aspects étaient majoritairement politiques ou militaires, autant là, comme vous le soulignez, ils sont plutôt économiques et démographiques. Le premier aspect évoqué donc est clairement économique, et là, il se passe quelque chose. Et c'est assez intéressant parce que, en fait, ça s'inscrit vraiment là aussi sur un temps très très long, et bien sûr qui est sur la globalisation et l'extraordinaire développement des échanges commerciaux. Mais en fait, quand on regarde les chiffres des flux maritimes, en termes de transport, de fret commercial, ce dont on se rend compte, c'est que dès le début des années 70, cette dimension a commencé à se mettre en place. Et aujourd'hui, on considère, c'est capital, que 90% des transports de marchandises lourdes en matières premières, ou même en produits technologiques à haute valeur ajoutée, se fait par voie maritime. Donc c'est considérable, c'est-à-dire que pour le reste, c'est vraiment portion congrue. Et alors, dans cette dynamique-là, Gibraltar est en train de récupérer deux aspects qui sont d'abord une formidable croissance d'une route qui partirait de l'Asie du Sud-Est, et qui s'achèverait sur les grands ports de l'Europe du Nord. Donc là, on voit bien Anvers, Rotterdam et Hambourg. Et c'est assez intéressant à signifier parce qu'aujourd'hui, le flux maritime qui partirait clairement de la Chine avec le projet des nouvelles routes de la soie sur ces ports de l'Europe du Nord, ce flux est supérieur, Olivier, au flux qui irait de l'Europe occidentale sur les États-Unis d'Amérique. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est un bouleversement majeur et qui redonne à Gibraltar évidemment une importance considérable parce qu'on voit bien que Gibraltar est un passage obligé pour ces flux commerciaux qui iraient de l'Asie, du Sud-Est et de la Chine sur les grands ports d'Europe du Nord. Là, il faudrait peut-être s'arrêter un instant pour essayer d'expliquer pourquoi. D'abord parce que Gibraltar est un point d'arrêt essentiel avec des grandes capacités de ravitaillement des bateaux cargo, de réparation ou de traitement de fuel, etc. Mais alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on pourrait légitimement s'interroger sur le fait de savoir mais pourquoi est-ce que ces navires ne s'arrêtent pas dans les ports en Méditerranée pour ensuite alimenter l'Europe. Et là, on se rend compte qu'en fait, les armateurs apprécient beaucoup les trois ports qu'on a évoqués parce qu'en fait, il y a une conjugaison de paramètres. D'abord, c'est des ports qui sont considérés comme étant les plus professionnels, les mieux équipés pour décharger et monter le fret. Ensuite, on s'appuie sur des bassins industriels qui sont très importants dans le Benelux et dans le nord de l'Allemagne. Et puis surtout, on a affaire à des qualités multimodales, j'ai envie de dire, en termes de voies fluviales, de voies ferrées, d'autoroutes, qui font que ça en fait clairement des carrefours stratégiques. Et donc, paradoxalement, il est plus intéressant pour tous les transports de fret commerciaux d'avoir un chemin plus long jusqu'au port donc qu'on a évoqué, que de s'arrêter dans les ports méditerranéens qui prouvent bien, à contrario, qu'ils sont en insuffisance sur l'ensemble de ces aspects-là. Donc en fait, là, on a déjà une première dimension commerciale qui expliquerait un retour en puissance de Gibraltar. Et puis alors, il y a une deuxième route qui est beaucoup plus étonnante, c'est qu'en fait, il y a une route qui est en train de se faire entre la Chine et le Canada et les États-Unis et qui passerait par Gibraltar. Parce qu'en gros, depuis 1985, on a commencé par l'intermédiaire de super cargos à mettre en place cette route. Et donc, en fait, à travers ces deux routes croissantes, on a une remise en situation de l'importance de Gibraltar qui, là, passe par des flux commerciaux maritimes. Et ça, c'est assez intéressant à noter parce qu'en fait, quand on constate l'importance d'une grande flotte américaine, c'est la 6e flotte américaine, dont on avait tendance à considérer les Américains. Quand on avait évoqué notre séance sur la stratégie maritime, on avait eu l'opportunité d'expliquer qu'aujourd'hui, les États-Unis sont la puissance maritime par excellence au niveau militaire, puisqu'ils disposent d'une flotte centrée sur un porte-avions nucléaire pratiquement dans toutes les mers principales, donc ils en ont une en Méditerranée. Mais ce qui est assez intéressant, en l'occurrence, sur cette 6e flotte, c'est que son objet a changé. Pendant la guerre froide, elle avait plus un objet militaire ou à dimension géopolitique,
puisqu'il fallait faire attention justement aux rivales soviétiques ou aux alliés du rival soviétique ou aux conséquences des guerres israélo-arabes. Aujourd'hui, il faut considérer que cette 6e flotte, elle est plus dans une démarche de protection des routes commerciales, parce que ces routes commerciales servent à la fois d'exportation pour les États-Unis, mais de chemin d'approvisionnement. Et donc là, on voit bien, à travers l'évocation de Gibraltar, qu'on est au cœur d'un territoire qui reste stratégique, mais pour des modalités différentes. Et puis alors, on est évidemment dans l'obligation d'évoquer une logique démographique qui, elle, est en train de prendre une ampleur considérable, puisque en fait, Gibraltar a été le cœur d'une migration qu'on considère, ou de migrants illégaux, que d'ailleurs il y a des accords de partenariat entre l'Espagne et le Maroc qui sont très très importants, et que l'Espagne a été obligée de mettre en place un programme depuis 2002, ça aussi c'est peu connu, de protection par l'intermédiaire de patrouilles renforcées, de miradors, de radars, enfin ça va très très loin. Et là, en fait, on peut dire que Gibraltar met en exergue une problématique majeure du XXIe siècle, qui va consister à savoir comment on peut s'efforcer de résoudre intelligemment. On voit bien un flux de migrants qui sont liés à un certain nombre de logiques économiques et politiques, et dont le simple fait que de mettre des barrières ne sera pas une réponse. Mais en tout cas, là, Gibraltar met clairement en évidence, là aussi, un aspect qui est démographique et qui est donc nouveau par rapport à l'ensemble des logiques qu'on évoquait précédemment. Alors, autre chose qui est nouveau et qui revient à une logique plus conjoncturelle, c'est le Brexit. C'est donc les conséquences que va avoir le Brexit sur Gibraltar, qui n'ont pas du tout été anticipées. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable parce que c'est vrai que là, on est sur une logique politique et conjoncturelle. Et on est sur une logique politique conjoncturelle, c'est-à-dire que là, on a une autre dimension, on a une autre dimension de ce que peut être la situation stratégique de Gibraltar. Mais là, on est sur un élément beaucoup plus conjoncturel, le Brexit, beaucoup plus politique que géopolitique d'ailleurs, parce que inhérent finalement à un pays, mais un pays majeur puisqu'il est présent à travers le Gibraltar. Et donc là, il y a déjà deux choses qu'on peut spontanément dire et qui sont assez étonnantes. C'est qu'en fait, Gibraltar avait totalement été oublié dans le débat sur le Brexit. Au même titre d'ailleurs que l'Écosse, au même titre que l'avenir de l'Irlande du Nord. Donc c'est quand même, là on en a une prise de conscience ou un témoin, et d'ailleurs on peut même considérer que Gibraltar est presque le territoire qui a été le moins rapidement pris en considération. D'ailleurs ce qu'on va dire par la suite en termes de négociation va nous le prouver. Et c'est assez malheureux en fait, pour dire clairement les choses, Olivier, parce que Gibraltar a toujours été, comme on l'avait commencé à l'évoquer, entre l'Espagne et le Royaume-Uni, une forme de discorde monumentale. Et qu'en fait, l'appartenance de ces deux pays à l'Union européenne avait tendance à apaiser. Je prendrai qu'un seul exemple, c'est tellement tendu qu'à l'époque du général Franco, entre 1969, donc ça a duré jusqu'à 75, la fin des années 70, l'Espagne avait clairement décidé de fermer la frontière. Et donc il n'y avait plus aucun passage qui se faisait spontanément entre le rocher de Gibraltar et l'Espagne, alors que c'est le seul lien territorial que le rocher de Gibraltar a clairement avec un territoire. Donc le fait que l'Espagne et le Royaume-Uni appartiennent tous les deux à l'Union européenne avait un avantage, c'était plutôt d'aseptiser la situation. Et là, ce dont on se rend compte, c'est qu'en plus il y avait un paradoxe, parce que Gibraltar, par l'intermédiaire du Royaume-Uni, appartenait à l'Union européenne, mais n'était pas dans les accords de Schengen. Donc là, pour peut-être accélérer un peu nos propos et faire bien comprendre la situation, ce qui se passe, c'est qu'on s'est dit, mais si le Royaume-Uni sort, par définition, de l'Union européenne, comme c'est le cas officiellement, depuis 2020, et avec l'ensemble des accords sur le Brexit, quel est l'avenir de Gibraltar, sachant qu'en plus, la quasi-totalité de la nourriture ou des questions alimentaires sont exportées et donc dépendent en fait d'un flux. Donc en fait, il y a un accord qui a été mis en place quelques heures avant le 31 décembre, c'était la date butoir. Et pour l'instant, on peut dire que c'est assez remarquable comme accord parce que en fait, Gibraltar reste un territoire britannique, mais en fait, accroît davantage sa présence au sein de l'Union européenne. Alors là, on va dire, attendez, comment est-ce que c'est possible? Alors je vais tâcher d'expliquer ça. Parce qu'en fait, là, il y a une sorte de, j'ai presque envie de dire, de tour de passe-passe, où Gibraltar reste donc un territoire du Royaume-Uni. Alors c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que l'ONU considère que ça, pour une appellation onusienne, ça reste un territoire de type d'une colonie, donc l'avenir est toujours à résoudre. Donc je ne sais pas si vous voyez en plus l'enchevêtrement des logiques
et des susceptibilités là, qui peuvent être amenées à être considérées. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a eu un accord. Et en fait, à Gibraltar, on a demandé de rentrer dans Schengen. Donc finalement, on reste attaché à être britannique, mais en fait, on fait partie maintenant des 26 États de Schengen. Et c'est assez intéressant parce que ça se retrouve sur 2 référendums. Il y a un référendum où il avait été posé à la population de Gibraltar de savoir, en 2016, 96% de la population de Gibraltar ne veut pas du Brexit, évidemment, et veut rester dans le cadre de l'Union européenne. Mais à contrario, en 2002, quand l'Espagne avait proposé une souveraineté partagée avec le Royaume-Uni, 99% de la population de Gibraltar dit nous, on veut rester anglais. Donc là, on se trouve dans une ambiguïté. Et là où il faut faire attention, c'est que les accords qui ont été signés le 31 décembre sont des accords temporaires. C'est-à-dire qu'en réalité, par définition, ils ne sont pas définitifs, pardon de cette lapalissade, et que donc ils vont être amenés à être revisités. Or là, il y a une chose qu'il va falloir que les Britanniques aient à l'esprit, c'est que comme Gibraltar n'est pas un territoire indépendant, il ne peut pas adhérer directement à Schengen, et donc il y a une astuce juridique. On a considéré que Gibraltar est rattaché à Schengen par l'intermédiaire de l'Espagne, qui d'ailleurs va copiloter l'ensemble des questions de douane, parce que alors en plus maintenant le paradoxe, c'est que si vous venez d'un aéroport britannique, vous serez contrôlé parce que considéré comme arrivant de l'extérieur de Schengen, mais si vous venez de l'Espagne, vous ne serez pas contrôlé parce que considéré comme étant à l'intérieur de Schengen, malgré le fait que vous n'êtes pas sous objectivement tutelle politique espagnole, mais sous tutelle politique britannique. Donc là, on se rend bien compte de l'écheveau déjà dans lequel on est. Mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que dans le cadre de Schengen, il y a l'opération Frontex, c'est-à-dire l'opération des contrôles des frontières à l'extérieur, et que dans le cas de Gibraltar, c'est l'Espagne qui se voit habilitée à mettre en place ces opérations. Donc de fait, l'Espagne se retrouve avec un pouvoir politique tel qu'elle l'a plus, ou en partie, sur Gibraltar depuis le XVIIIe siècle, le début du XVIIIe siècle. Donc ça, c'est une question épineuse qu'il va falloir trancher. Et sur le moyen long terme, la question qu'on peut avoir sur cet aspect-là en particulier, c'est est-ce que malgré le fait qu'ils sont a priori très attachés au fait de se maintenir en lien avec l'autorité britannique, la population de Gibraltar ne va-t-elle pas être amenée à reconsidérer ce soutien de par manifestement les difficultés logistiques qui sont énormes et de par le fait qu'il sera à l'avenir sur le long terme beaucoup plus simple d'être lié à l'Espagne que sur le Royaume-Uni. Donc en fait, notre problématique nous amène à considérer un certain nombre de questions que j'ai envie de m'efforcer de mettre de façon croissante sur Gibraltar. Bon, d'abord, on a la question politique et ponctuelle sur l'avenir du rattachement du rocher de Gibraltar entre l'arbitrage entre le Royaume-Uni et l'Espagne. Ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est de voir aussi si à l'avenir, avec l'évolution de la géopolitique, indépendamment des 2 aspects qu'on a soulignés, est-ce qu'on va conserver un peu comme le 4e temps qu'on déclinait tout à l'heure, Gibraltar qui serait uniquement dans des considérations d'ordre économique et démographique, ou est-ce qu'avec l'évolution de la géopolitique à venir, pour différentes raisons d'ailleurs, qui pourraient être liées au Proche, au Moyen-Orient ou au-delà, est-ce que Gibraltar va d'ailleurs redevenir essentiel d'un point de vue militaire et politique? Mais finalement, je crois, Olivier, que l'aspect le plus important que nous a permis de mettre en lumière ou en exergue cette problématique à Gibraltar, c'est une considération qu'on pourrait élargir de façon beaucoup plus globale à la géopolitique. Ça met en évidence une dimension qui me paraît essentielle. Quand on considère un territoire, souvent on a le réflexe effectivement de regarder ses caractéristiques propres ou de regarder les conditions intrinsèques qui sont liées à son positionnement géographique. Mais je trouve qu'on ne considère pas assez l'influence que la géopolitique du moment finalement accorde à ce territoire. Et c'est beaucoup plus cette influence de la géopolitique du moment, et qui est tributaire de l'économie, des idéologies, des montées en puissance de différents États, qui accrédite définitivement la portée stratégique d'un territoire. Et comme ces logiques géopolitiques sont vouées à évoluer, par définition, l'importance stratégique d'un territoire est de façon symétrique, lui aussi, amenée à évoluer. J'ai donc le sentiment qu'il faut toujours avoir en perspective ces évolutions géopolitiques pour mieux comprendre et appréhender l'importance stratégique réelle d'un territoire. Fabrice, je vous propose de nous arrêter là et de garder en tête cette grille de lecture et cette sensibilité aux évolutions géopolitiques. Merci Fabrice. Merci à vous.
Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.